Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Prévu pour le 3 octobre dernier, la rentrée des classes reste pour l'instant rangée dans les casiers. Les ministères de tutelle conjuguent les efforts pour rendre la session 2014-2015 effective et sécurisée. Nous irons à Koundara où la production de l'or blanc connaît une amélioration encourageante. Les détails c'est dans un instant avec Mohamed Santon. Sport, il a été annoncé, il est enfin en Guinée. Le nouvel entraîneur du Afia FC a été présenté ce matin au monde du football guinéen. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Rencontre PRG Entrepreneurs après avoir visité les chantiers de Mamoun, d'Alaba et Pita. Le chef de l'État a reçu cet après-midi les entrepreneurs engagés dans les travaux. Professeur Alpha Condé a insisté sur l'achèvement des travaux dans un bref délai. Reportage Ibrahima Keita. Tous les chantiers doivent être rendus dans la première semaine du mois de décembre. C'est en ces termes que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu les 47 entreprises engagées dans la construction des infrastructures au compte de l'an 56 de l'indépendance nationale dans la région de Mamou. Une rencontre qui fait suite à la visite du terrain que le président de la République, professeur Alpha Condé, a effectué à Mamou, Dalaba et Pita. Malgré quelques avancées, le constat, selon le chef de l'État, professeur Alpha Condé, n'est pas reluisant. Le société le plus en retard à Mamou, c'est Enaco, 74%, et Assadra, 70%, et Nord-Guinée, 60%. Je voudrais les écouter qui me disent pourquoi ils sont à ce niveau d'exécution, qu'ils nous expliquent maintenant, et qu'on comprenne, parce qu'il faut que tous les travaux finissent d'ici le 15 décembre. À Dalaba et Pita, les travaux de certains chantiers sont évalués entre 25 et 95%. Partant du constat de sa visite et du rapport de chantier, le chef de l'État n'a pas caché sa déception. On a dit, si vous êtes prêt à préfinancer, vous avez dit oui. Avant de dire oui, il faut savoir si vous êtes prêt à préfinancer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt à préfinancer quand vous n'avez aucune disposition comment que vous pouvez préfinancer. Avant de dire que je peux préfinancer, si vous n'avez pas d'argent, il faut que la banque vous accompagne et déjà donné son accord. Si vous dites que vous pouvez préfinancer alors que vous n'avez pas l'accord de la banque, vous avez trompé l'État. Parce que vous n'étiez pas prêt à préfinancer. Quelqu'un qui est préfinancé, ça veut dire qu'il a déjà la garantie de sa banque qui va préfinancer. Si vous n'avez pas la garantie de votre banque, vous dites que vous préfinancez, vous ne pouvez pas préfinancer. Donc, vous n'avez pas rempli les conditions, vous avez trompé l'État. Toute personne qui ne donne pas la garantie dans un mois, si ce n'est pas avancé, j'annule le contrat. C'est très clair, j'ai prévenu tout le monde. Ce qui s'est passé à Bokeh et à Zéro que ne se passera plus. Et toute entreprise qui n'a pas terminé, il n'aura pas de contrat d'État. La création très prochaine d'une banque de développement est engagée par le gouvernement du professeur Alpha Condé, une façon de répondre à l'inquiétude des entrepreneurs guinéens. Pendant que nous négocions avec Afriland Bank pour la création d'une banque de développement, parce que la seule façon de pouvoir financer des entreprises privées, c'est une banque de développement. Parce que la banque de développement peut donner des crédits à 2, 3 ou 4%, là où les banques donnent à 10%. Et la BAD est prête à participer à 25%. Le gouvernement a 25%, donc nous sommes demandés aux deux sociétés de venir pour qu'on trouve une solution parce qu'ils sont deux. Les autres, ils ont déjà payé leur capital, ils veulent aménager à Banam, mais une société privée ne peut pas créer une banque de développement. Ils ont créé une banque de développement, je dis ça peut être une banque d'investissement, pas une banque de développement. Mais comme ils sont déjà très avancés, donc j'ai demandé que les deux banques acceptent de venir pour qu'on se mette d'accord de répartir les capitaux entre eux. Certains entrepreneurs, cette rencontre première du genre, attestent la volonté du chef de l'État de suivre personnellement les travaux de Mamou, Dalaba et Pita. Nous avons vraiment apprécié l'attitude du président de la République. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, on ne le croyait même pas. Et l'entretien s'est bien passé et on a parlé dans la franchise et il nous a donné le temps de s'exprimer, chacun de nous a donné ses idées. Et nous sommes très réconfortés pour ça. Et nous le félicitons pour ça. Je crois que c'est le premier en Guinée. Franchement, cet entretien, c'est vraiment très bienvenu. Nous avons eu l'occasion de parler avec le chef de l'État. On est très réconfortés, nous les entrepreneurs. Donc nous savons que nous sommes positionnés et nous pouvons bien travailler dans ce pays-là. Les 47 entreprises retenues pour les travaux de Mamou, Dalaba et Pita se sont engagées chacune à rendre les chantiers dans la première semaine du mois de décembre. Cela sans contrainte.
La loi des finances initiale 2015 a été présentée à l'Assemblée nationale. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 15 000 milliards de nos francs et couvre plusieurs projets qui portent sur le développement socio-économique du pays. François Lama. La loi de finances initiale 2015 qui a été présentée devant les députés s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 15 248 milliards contre plus de 14 565 milliards de francs guinéens en 2014. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances a expliqué devant les députés les difficultés économiques enregistrées en 2014 avant de rassurer que le gouvernement guinéen promet de poursuivre les objectifs macroéconomiques qui urgent. À 7,1% contre 9,4% en 2014. Maintenir le niveau des réserves internationales à 3 mois d'importation. Stabiliser le taux de change à 7 000 francs guinéens pour $1 américain et 9 155 francs guinéens pour €1, tout en continuant à réduire la prime de change entre le marché parallèle et le marché officiel. Le ministre délégué au budget, qui a présenté le budget 2015 dans toutes ses composantes, a également informé les honorables députés que le déficit budgétaire 2015, évalué à plus de 4 000 milliards de francs guinéens, est entièrement financé conformément à ses projections. Emprunt extérieur, plus 2 664 milliards. Utilisation des recettes exceptionnelles, 2100 milliards, emprunt obligataire 400 milliards, cession d'actifs 15 milliards, soit un montant total de 5 160 milliards de francs guinéens net des charges de financement qui sont les suivantes. Remboursement dette extérieure, moins 513 milliards, remboursement dette intérieure, moins 435 milliards, y compris arriérés intérieurs. Ce déficit budgétaire et l'équilibre financier qui en résulte seront modifiés lorsque les négociations en cours aboutiront à des engagements faibles de la part des partenaires techniques et financiers. Au plan monétaire, le gouverneur de la BCRG a indiqué que son institution mettra l'accent sur la stabilité des prix en tenant compte de certains préalables. Mettre en œuvre les normes et pratiques internationales en matière de supervision bancaire, que sont les normes de Bâle II, qui est FRS. Vulgariser et promouvoir la loi sur le crédit bail avec l'assistance technique de la Société financière internationale, finaliser le code des assurances, renforcer les textes d'application de la loi bancaire, notamment la mise en place d'un système d'assurance des dépôts, renforcer le dispositif réglementaire des institutions de microfinance. Les projets bénéficiaires des ressources contenues dans le budget 2015 couvrent le développement rural, les mines, l'énergie, l'eau, les infrastructures, la santé, l'éducation et l'administration générale. Reporté pour une date ultérieure à cause du virus Ebola, la rentrée des classes en Guinée fait l'objet de concertations. Les ministères chargés de l'éducation et leurs partenaires multiplient les initiatives pour sécuriser les écoles et les universités. Avant toute décision d'ouverture des classes, des besoins ont été exprimés par la commission technique. Les détails avec Amadou Touré. Faire le point des activités à réaliser avant l'ouverture des classes, c'est l'objectif de cette rencontre entre les départements du secteur de l'éducation et les partenaires techniques. À l'analyse des résultats de la commission technique, il ressort la mobilisation de près de 8 milliards de francs guinéens uniquement pour l'achat des kits de lavage de mains devant être installés dans les écoles. Déjà, certaines organisations ont ciblé leur zone d'intervention. Pour la rentrée de classe, nous avons participé à plusieurs rencontres avec les ministères partenaires de l'éducation. Des zones ont été définies et des besoins ont été signifiés. Nos zones d'intervention couvrent 7 préfectures, à savoir les préfectures de Forcaria, Télimilé, Koundara, Mamou, Dinguiraï, Mali et Koubia. Au-delà des kits de lavage de mains, un besoin de 12 000 thermoflages a été exprimé. Pour plusieurs membres de la commission, ce nombre est loin de couvrir les besoins des écoles publiques et privées du pays, dont l'effectif est estimé à plus de 4 millions d'individus. C'est une préoccupation pour tout le monde, la rentrée scolaire, mais je voudrais rassurer la population que le président de la République
Le gouvernement aussi en a le souci, raison pour laquelle nous sommes en train d'œuvrer à fond pour qu'avec les partenaires techniques et financiers, que tout soit mis en place afin que nous fixions de façon claire et très simple définitive la rentrée scolaire. Le Premier ministre a visité hier à Koya, le site devant abriter le centre de traitement des malades atteints du virus Ebola. Mohamed Saïd Fofana a constaté de visu l'état d'avancement des travaux confiés à la société Guico-Presse. Adi Kamara nous signe ce reportage. C'est ici à Wankifon, secteur Kaleiré, dans la préfecture de Koya, que les autorités viennent d'identifier un site pour la construction d'un autre centre de traitement des malades d'Ebola. C'est la société Guico-Presse qui est chargée d'exécuter les travaux de construction du centre. Après le dégagement et le terrassement, les travailleurs s'activent aujourd'hui à finir les travaux de compactage. Nous nous sommes donné un délai d'ici le 10 novembre de rendre le chantier. Donc nous sommes en parfaite collaboration avec le programme alimentaire mondial à travers leurs experts et nous sommes en parfaite harmonie de travail avec le comité national de lutte contre Ebola et les populations qui nous ont accueillis ici pour réaliser ces travaux dans un très bref délai, à savoir le 10 novembre. Au-delà de l'engagement du gouvernement et du soutien des partenaires, la participation communautaire demeure, selon les techniciens, la condition fondamentale pour rompre rapidement la chaîne de transmission de l'épidémie. On a jugé utile d'aller avec les militaires ensemble. Déjà au niveau des postes de contrôle sanitaire, un militaire, un civil dans tous nos postes, les 41 postes. Donc s'il y a des candidats parmi les militaires, il faut m'envoyer la liste. Parce qu'il y a des conditionnalités pour travailler dans ce centre-là. Et après maintenant, quand vous validez le test, et après on peut vous envoyer travailler dans nos centres. Déjà la formation a continué il y a plus d'un mois. On a déjà 40 personnes qui sont formées. Je vais me remettre en rapport avec monsieur le ministre. S'il y a du personnel de santé militaire qui sont prêts, on va vous envoyer à Donka pour suivre la formation afin de nous aider à gérer ces centres que nous sommes en train de mettre partout dans le pays. Cette démarche du gouvernement et ses partenaires assure une prise en charge précoce des malades et leur donner plus de chances de survie, contribuant ainsi à réduire le taux de décès liés à la maladie à virus Ebola. Comment éradiquer définitivement la fièvre hémorragique Ebola? La question concerne tout un chacun puisque personne ne semble épargné si les mesures préventives ne sont pas respectées. De nombreux citoyens dénoncent le non-respect des règles d'hygiène dans ce reportage de Rose Pocho. Les rues de Kaloum. Ici, des centaines de personnes vaquent à leurs préoccupations. Beaucoup portent leurs flacons de désinfectant indispensables pendant cette période d'épidémie. Je marche avec un désinfectant parce que par rapport aux maladies qui existent chez nous à l'heure là, on me sauvegarder du maladie, tout ce qui est du produit de mal. C'est pour cela que j'ai payé ça pour marcher avec ça. Je le mets dans mon sac. Même consigne pour ce commerçant. Pour lui, pas question de servir un client qui ne se désinfecte pas les mains. L'affaire d'Ebola, tout le monde sait maintenant comment ça se passe. Il faut te protéger. J'ai l'eau de javel ici. Autant que je vends les gens, je recevais l'argent, je lave ma main. Après le nettoyage, je dépose encore. Devant la gravité de la situation, certains proposent des solutions pour freiner la chaîne de propagation. C'est d'abord croire. Savoir qu'effectivement cette maladie, elle existe. Elle existe et elle tue. Mais quand elle est décelée à temps, quand il y a les signes primaires, on va directement vers l'hôpital. La prise en charge, elle est faite le plus tôt que possible. On a de fortes chances à être sauvés. Que les gens sachent que c'est une réalité. Il y a certaines personnes qui refusent même de se laver les mains avec l'eau de javel et le chlore. Ce n'est pas du tout normal. Du côté de la coordination nationale de lutte contre Ebola, un seul objectif, éradiquer le fléau d'ici fin décembre. Nos capacités sont renforcées en matière de logistique parce que vous avez vu 8 ambulances viennent de partir dans les villes où il n'y en avait même pas. Le problème aujourd'hui, c'est la réticence des populations et la mobilité des contacts. Si nous parvenons à assurer à 100% le suivi de ces contacts,
je crois que nous allons couper la chaîne de contamination. Pour rappel, la fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie contagieuse. Elle se transmet par le toucher, la transpiration, le sang et lors des rapports sexuels. Selon les spécialistes, l'épidémie peut être éradiquée si les mesures de prévention sont respectées. L'Afrique se distingue par sa tradition, faite d'hospitalité et de fraternité. Et quant à ses vertus, le Mali et la Guinée les conservent jalousement. La raison se trouve dans les bonnes relations de voisinage qu'entretiennent les deux pays, au-delà de leur offensive commune contre Ebola. Après le premier cas enregistré au Mali, notre rédaction pèse cette solidarité mutuelle. Suivez ces témoignages chaleureux des Maliens et Guinéens dans ce reportage de Habib Djam. La fièvre Ebola fait sa première victime en République du Mali. Partie de Kissidougou, une fillette succombe à l'épidémie dans la région de Kaï. Loin de susciter la méfiance du pays, cette première expérience malienne renforce la solidarité de son peuple avec la Guinée. En ce qui concerne le cas d'Ebola qui s'est passé au Mali, moi je crois que le Mali et la Guinée, ils ont dépassé ce cap. Le Mali et la Guinée, c'est deux pays frères, c'est même deux pays de sang. Et regardez un peu la France, c'est à vol d'oiseau, ça ne pose aucun problème. L'apparition de la fièvre Ebola en Guinée a permis de jauger le degré de nos liens de solidarité avec les pays voisins. Et les Guinéens sont unanimes sur l'exception malienne. Chacun est libre de décider de fermer ou de ne pas fermer sa frontière. Le Mali, vraiment, c'est un pays qui a accompagné la Guinée. Et avec cette maladie, donc le Mali est vraiment, tout le peuple du Mali et plus son président est à saluer. C'est une marque de réalité, un témoignage qui dit que quand un peuple est meurtri, on ne doit pas l'isoler. Plutôt, il faut l'approcher pour l'aider à combattre le mal qu'il est en train de subir. Cette fraternité s'est construite entre les deux États depuis des lustres. Elle n'est pas près de céder à la psychose et à la méfiance qui entourent l'épidémie de fièvre Ebola. Le président de la République du Mali, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, Les hommes intègres, la communauté guinéenne se mobilise contre Ebola. À la grande mosquée de Ouagadougou, une lecture du Saint-Coran a été organisée pour implorer la clémence de Dieu afin que le virus Ebola soit vaincu. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Le cœur qui bat pour la patrie. La communauté guinéenne vivant au pays des hommes intègres se mobilise contre Ebola. Sur initiative du consul honoraire de Guinée au Burkina, des prières sont organisées à la grande mosquée de Ouaga. Objectif, implorer la grâce divine pour vaincre le virus. L'arme du croyant, c'est la prière. La communauté musulmane se joint aux autorités pour prier afin que la maladie s'éloigne de la Guinée et épargne le Burkina. Notre objectif, contribuer à restaurer la quiétude et la paix au sein de la population. Aujourd'hui, la lutte contre Ebola implique l'ensemble des Guinéens. De l'intérieur ou de l'extérieur, les initiatives se multiplient pour éradiquer l'épidémie. La campagne contre Ebola se poursuit dans l'arrière-pays. La zone de Kamsar bénéficie d'une grande attention à cause de sa fragilité. La direction de l'ANAIM vient de faire un don de kits sanitaires aux populations de la cité. Makale Souma nous fait le point. Dans le cadre de la croisade contre l'épidémie d'Ebola, l'apport de chaque Guinéen est important. Les ressortissants de la Guinée forestière s'impliquent dans la lutte contre Ebola. Une communication participative et interpersonnelle est en cours. Il y avait une réticence par rapport à l'utilisation des intrants, le chlore et le savon. On a utilisé les personnes ressources, la notabilité et les personnes influentes du village qui nous ont aidés dans la sensibilisation. Par le biais de la communication et des plaidoyers, les réticences notées dans cette communauté seraient en baisse. Nous sommes heureux aujourd'hui de l'évolution que prend la chute des réticences culturelles face à la pratique du lavage de mains au chlore essentiellement, et même face à l'intervention des humanitaires. Dans le même cadre, l'ONG La Voix du Konya entend privilégier la communication et les campagnes de proximité.
Objectif, faciliter l'adhésion des communautés aux campagnes de sensibilisation déclenchées par le gouvernement et ses partenaires. Nous avons un message fraternel, solennel à l'endroit de nos parents qui sont à l'intérieur du pays. Ils n'ont qu'à écouter les médecins, les étrangers, les médecins étrangers et les membres du gouvernement pour les parler d'Ebola. Ebola est bel et bien vrai. On veut vraiment mener un combat de proximité. Il faut aller vraiment auprès des malades parce que les malades ne savent même pas quelles sont les premières dispositions à prendre contre cette maladie-là. En cette période d'Ebola, la communication participative s'impose. Pour ces communautés, éclairer la lanterne des populations sur l'existence et les mesures de prévention contre Ebola demeure une priorité. Autre sujet, en marge des travaux de la 59e session du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la ministre de l'Action sociale a conféré avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Au centre des entretiens, les questions des droits des femmes en Guinée. François Marat est notre envoyé spécial à Genève. C'est ici, au Palais Wilson de Genève, que la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a été reçue par le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Au centre de ces entretiens, il a été surtout question des sujets relatifs aux droits des femmes, notamment les mutilations génitales féminines, la surpopulation carcérale, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous sommes venus à Genève pour présenter le rapport de la Guinée sur les conditions de la femme et nous avons profité pour rendre une visite de courtoisie à son premier responsable des Nations Unies concernant les droits de l'homme qui vient d'être nommé il y a juste 2 mois. Nous sommes venus le féliciter et venus le rassurer de la prédisposition de notre pays en matière de respect des droits de la femme. Notre entretien s'est articulé autour de Ebola, mais nous avons aussi surtout parlé de mutilation génitale féminine, qui est une préoccupation de droits de l'homme en matière de la protection et de la promotion de l'intégrité de la femme. Cette rencontre de la ministre de l'Action sociale et le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme prouve à suffisance la volonté des autorités guinéennes à respecter les droits de l'homme. A noter que le jeudi, la délégation guinéenne présentera les 7 et 8e rapports combinés de notre pays au comité en charge de l'élimination des discriminations à l'égard des femmes dans le monde. La culture du cotonnier au l'or blanc prend une proportion appréciable depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, sollicité pour la fabrication du textile. La région de Koundara a récolté plus de 600 tonnes. Les cadres du projet coton et les producteurs demandent l'appui du gouvernement pour accroître leur production. Mohamed Sankan. Sous les hauteurs du mont Bagar, le village de Wadiatoulaye propice à la cotonculture. Une activité relancée en 2012 suite à l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en Guinée. Ce, après une interruption de plus de 5 ans. Le secteur est appuyé par la société Géocoton de France et permet au projet d'améliorer sa production et d'assurer le suivi technique des paysans. Je l'apporte la partie technique. Elle est divisée en 2 parties. La partie technique, ça c'est du choix de terrain, le labour de semis, tout ça là. Mais ensuite, le traitement, l'utilisation de produits. C'est la variété Stam 279A payée par les techniciens qui se propagent ici à Koundara. Elle a une période d'incubation de 110 jours, dont 3 récoltes par an, et l'activité mobilise plus de 200 paysans. Nous avons vu l'intérêt de la collaboration avec le projet. Aidez-nous à avoir du matériel. Depuis 3 ans, la production du coton connaît une amélioration encourageante. En 2013, nous sommes partis jusqu'à 963 hectares de réalisés, qui nous ont donné aux environs de 626 tonnes de coton-graines. Et l'année passée, là, nous avons réalisé les 854,25 qui nous ont donné les 600 tonnes 300 kilos. Et voilà que cette année, nous avons encore entamé la récolte. Nous avons une estimation de production d'environ de 600 tonnes. Les cadres du projet coton et les paysans du secteur remercient le chef de l'État dont la politique a permis la relance de la cotonculture en Guinée. Ils sollicitent toutefois l'obtention de matériel de travail, dont une unité d'égrainage.
La semaine du soldat. À l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'armée guinéenne, le gouverneur de Conakry, Soriba Sorel Camara, invite les élus locaux à accompagner l'armée dans ses différentes activités du 29 au 1er novembre 2014. Suivez la déclaration traitée par nos reporters Moussa Bangoura et Ousmane Camara. Dans 3 jours, l'armée guinéenne va fêter ses 56 ans d'existence. À l'occasion, une vaste opération d'assainissement est prévue à Conakry. Pour la réussite de l'opération, le gouverneur de la ville de Conakry exhorte les élus locaux à accompagner l'armée dans ses activités. C'est en cela que je demande aux chefs de quartier, aux chefs secteurs, aux maires, aux administrateurs des marchés, aux mosquées, aux églises, à tous les services associés, de prendre toutes les dispositions afin de s'engager auprès de cette brave armée pour nous permettre d'assumer cette mission historique qui encore nous permet de rentrer dans la légende de l'histoire. Car l'armée guinéenne s'est engagée dans les actions civilo-militaires dignes de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Durant cette semaine du soldat, des activités de sensibilisation et de distribution des kits sont également au programme. Le 29 octobre 2014 au 31 octobre 2014, une grande action d'assainissement sera engagée dans la commune de Matoto. Le 29 et à la grande mosquée. Le 30, Sophonia Gare, la RTG Coloma. Le 31, l'intérieur des casernes de la capitale. Le 1er novembre sera consacré à la répartition des kits sanitaires et à la sensibilisation. Avec cette fête, l'armée guinéenne compte s'ajouter à la population civile pour bouter le virus Ebola hors du pays. Toujours dans l'actualité de chez nous, le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée dans les unités de la capitale. Partout où il est passé, le général de division Namori Traoré a mis l'accent sur la formation et la gestion des ressources humaines. Sergent Sana Lamine Camara est notre correspondant de la presse militaire. Pour la deuxième étape de sa tournée dans les unités de la capitale, le chef d'état-major général des armées était l'hôte de marque de l'armée de l'air et de la marine nationale. J'invite encore une fois de plus les commandants d'unité à plus de rigueur dans la formation, à plus de rigueur dans la prise en main des hommes, si nous voulons atteindre l'objectif réel de la réforme. Pour le général de division Namori Traoré, la formation et la gestion des ressources humaines sont les maillons forts de la réforme en cours. Ces actions s'inscrivent dans son plan d'action. Mon souci fondamental, c'est la formation des hommes. Je veux que cette école soit activée le plus vite que possible parce que ça nous permettra de préparer la relève. Ça nous permettra d'avoir la qualification qu'il faut. Si les hommes sont pressés pour se former, certes, c'est pour avoir le grade. Oui, ils ont raison. Mais moi, nous, chefs, on est plus pressés que vous parce que les ordres sont mieux exécutés que ceux qui les exécutent en ont compris le but et la portée. Et pour comprendre le but et la portée d'un ordre, il faut avoir la formation qu'il faut. L'amélioration des conditions de vie, de travail et la formation sont les priorités pour la hiérarchie militaire. C'est pourquoi, dès son arrivée à la base aérienne principale de Conakry, le chef d'état-major général des armées a tenu à visiter l'école de l'air. Il a aussi mis l'occasion à profit pour visiter les unités flottantes de la marine nationale situées ici au port autonome de Conakry. Et puis l'armée guinéenne est en deuil. Le général Kande Oumar Touré, ancien chef de cabinet au ministère de la Défense, est décédé ce matin au Maroc. Paix à l'âme de ce grand serviteur de la nation. On reste avec la Grande Muette pour vous informer de la passation de service au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre sortant Madifine Diané passe la main à Mahmoud Sissé. C'était à la Direction nationale de la police en présence de plusieurs
collaborateurs. J'y arrive. Djaray Diallo est le témoin de cette passation de service. Suivez. C'est devant un parterre de cadres, amis, parents et collaborateurs que le tout nouveau ministre de la Sécurité a pris fonction dans les locaux de la Direction nationale de la police. Tout d'abord, le ministre sortant a dit tout le soutien dont il a bénéficié dans l'accomplissement de sa mission, avant d'inviter les uns et les autres à accompagner son successeur. Monsieur le ministre Mahmoud Cissé, jeune frère, je tiens à vous assurer de ma disponibilité de tout instant à votre endroit. Policier, je le suis de cœur et d'esprit, et ce depuis toujours. S'il vous arrive d'avoir besoin de recourir aux atouts que peut receler cette qualité, soyez convaincus que je les tiens à votre disposition. Mesurant à sa juste valeur la dimension de sa mission, Mahmoud Cissé a pour sa part rassuré sa nouvelle famille professionnelle de sa détermination à parachever l'œuvre de son prédécesseur. La confiance dont je suis récipiendaire de la part du président ne sera pas trahie. J'en fais le serment solennel. En conséquence, j'engage tous mes collaborateurs, aussi bien ceux qui sont au sommet de la pyramide du département de la sécurité et de la protection civile, que ces agents dont je suis vraiment très fier. Pour relever les défis de l'heure, le nouveau ministre de la Sécurité entend mettre en priorité la formation des hommes. Pour lui, avec des agents bien formés, la Guinée pourrait urgemment trouver des solutions aux questions de sécurité et de protection des populations, mais aussi de leurs biens. Voilà, nous revenons sur le sujet qui a été interrompu. L'Afrique se distingue par sa tradition faite d'hospitalité et de fraternité. Quant à ses vertus, le Mali et la Guinée les conservent jalousement. La raison se trouve dans les bonnes relations de voisinage qu'entretiennent les deux pays, au-delà de leur offensive commune contre Ebola. Après le premier cas Ebola enregistré au Mali, notre rédaction pèse cette solidarité mutuelle. Suivez ces témoignages chaleureux des Maliens et Guinéens dans ce reportage de Habib Cham. La fièvre Ebola fait sa première victime en République du Mali. Partie de Kissidougou, une fillette succombe à l'épidémie dans la région de Kaï. Loin de susciter la méfiance du pays, cette première expérience malienne renforce la solidarité de son peuple avec la Guinée. En ce qui concerne le cas d'Ebola qui s'est passé au Mali, moi je crois que le Mali et la Guinée, ils ont dépassé ce cap. Le Mali et la Guinée, c'est deux pays frères, c'est même deux pays de sang. Regardez un peu la frontière à Kouré-Mali, c'est tracé à voile d'oiseau. Ça ne pose aucun problème. L'apparition de la fièvre Ebola en Guinée a permis de jauger le degré de nos liens de solidarité avec les pays voisins. Et les Guinéens sont unanimes sur l'exception malienne. Chacun est libre de décider de fermer ou de ne pas fermer sa frontière. Le Mali, vraiment, c'est un pays qui a accompagné la Guinée. Et avec cette maladie, donc le Mali est vraiment, tout le peuple du Mali, plus son président est à saluer. C'est une marque de gravité, un témoignage qui dit que quand un peuple est meurtri, on ne doit pas l'isoler. Plutôt, il faut l'approcher pour l'aider à combattre le mal qu'il est en train de subir. Cette fraternité s'est construite entre les deux États depuis des lustres. Elle n'est pas près de céder à la psychose et à la méfiance qui entourent l'épidémie de fièvre Ebola. Le président de la République du Mali, son Excellence Keïta, a affirmé que, en dépit de l'apparition de la fièvre Ebola au Mali, les frontières avec la République serbe de Guinée ne seront pas fermées et n'ont jamais été fermées, compte tenu des liens séculaires qui ont toujours existé entre nos deux pays. Et nous sommes de cœur avec la Guinée, comme la Guinée est de cœur avec nous. Et pour finir, football, le nouvel entraîneur du Afia FC est officiellement connu. Le Brésilien Antonio Dumas a signé ce matin un contrat d'1 an pour former l'élite de cette saison. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Nyouma Sedafé.
Quelques semaines de l'ouverture officielle du championnat de Ligue 1 de football, dans les différents états-majors des clubs en lice, les préparatifs vont bon train. Le légendaire Afia, triple champion d'Afrique, après un court séjour en deuxième division, est l'un des prétendants sérieux sur lequel il va falloir désormais compter tout au long des rencontres de Ligue 1 de la saison 2014-2015. Pour mettre toutes les chances de son côté, la nouvelle direction du club mène à part et s'attache les serments dont l'ampleur, le palmarès et la vision de jeu ont été démontrés comme sélectionnaires de certaines équipes africaines. Sandy Tour est dans un langage clair et direct. Le secrétaire général du club, Alassane Silla, a dit que l'ambition du président du Afia est claire. Dans la perspective de la mise en œuvre de sa propre vision pour ce club, M. Kerfala Kamara KPC, il s'inscrit dans cette logique. Pour le Afia, la légende continue. Kerfala KPC Kamara, président du Afia FC, a particulièrement remercié Antonio Dumas et son manager qui, en dépit de la crise sanitaire que traverse notre pays, servir en Guinée. Mes motivations par rapport au Afia Football Club, c'est que nous voulons, nous le bureau exécutif, nous qui savons que le club Afia a été celui-là qui a fait l'image, toute la réputation de notre pays, nous voudrons aujourd'hui que cette image soit redorée. Au moment où tous les étrangers fuient notre pays à cause du virus Ebola, c'est le moment que lui, il a choisi pour venir en Guinée. Ce acte, pour moi, n'a pas de prix. C'est plus que le poste qu'il vient occuper en Guinée. Désormais sous contrat d'un an renouvelable, Antonio Dumas a relevé le défi. Il promet d'imposer le Afia au plan local et africain. Je suis là pour le travail, pour pas beaucoup parler. Je ne parle pas beaucoup, mais je suis là vraiment pour travailler et pour qu'on peut. Cette équipe, c'est un mythe dans le football africain, même dans le football mondial. Les anciennes gloires du Afia présentes à la cérémonie et membres du bureau exécutif disent qu'elles feront tout pour aider le nouveau coach à réussir sa mission. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité à la télévision nationale et passez une douce nuit en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.